Bonjour à tous, le webinaire va bientôt commencer. Je vous invite déjà à me faire un retour sur le son, de façon à ce que je m'assure que tout le monde entende bien cette présentation. Je vais également présenter un support que je vais vous partager dans quelques instants. Voici. Donc le sujet de cette présentation de ce webinaire, donc ce webinaire va aborder la question de Calliope. Alors, on va déjà faire un point sur aujourd'hui, sur l'existant, mais également faire parler de Calliope demain, puisque l'objectif, c'est la pérennité de cette certification dans le temps. Donc, le premier point, c'est que je vais me présenter. Je vais prendre quelques instants. Donc, je suis Marilyn Charrier, je suis directrice d'ActiveCert. ActiveCert est un organisme certificateur Calliope. Donc, nous réalisons des activités d'audit. Alors, audit initial, audit de renouvellement et audit de surveillance, mais également des activités de pré-audit. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui sont déjà un rappel, l'histoire de Calliope. Alors, vous inquiétez pas, ça va être quand même rapide. Et puis après, on va faire des points sur Calliope, pour qui est concerné, pour quelles raisons on passe Calliope, et puis les raisons aussi de demain. Et puis, on va avoir tout un temps d'échange, de questions-réponses qui seront plutôt faits à la fin de la session, de façon à pouvoir déjà avoir toutes les réponses, je l'espère, lors de la présentation, et puis également concentrer toutes ces questions-réponses à la fin de cette présentation. Je prévois à peu près 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Alors, concernant quelques rappels, je pense qu'il est important de rappeler quand même que Calliope, la certification Calliope, ça fait 5 ans quand même maintenant qu'elle est sur le marché, puisque les premières certifications ont démarré en 2020. La date butoir était janvier 2021. Donc, nous avons connu déjà un premier cycle de certification qui a duré 3 ans. Des organismes qui ont passé des audits de renouvellement l'année dernière. Donc, nous avons suffisamment de matière déjà pour faire un premier retour d'expérience sur ce premier cycle de certification. Bien évidemment, il y a des organismes qui commencent plus tard leur certification en fonction des besoins et puis de leur date de création. Donc, depuis le 1er janvier 2022, tous les prestataires qui concourent au développement des compétences, pour ceux qui souhaitent obtenir les fonds publics et mutualisés pour la prise en charge des prestations, doivent être certifiés Calliope. Effectivement, on a parlé de l'échéance de 2021 qui a été repoussée en janvier 2022. C'est l'effet Covid qui a décalé à l'époque cette certification et cette obligation de certification pour toucher les fonds publics à partir du 1er janvier 2022. Donc, depuis 2022, la certification Calliope est la norme en termes de démarche qualité pour toucher les financements. Et nous avons connu plusieurs versions du guide de lecture. Je vous rappelle que le guide de lecture est l'interprétation d'arrêtés ministériels dans lequel on va retrouver toutes les exigences du référentiel national qualité. Et aujourd'hui, nous sommes en version 9. Alors, on peut tout de suite parler de cette version 10 qui est discutée depuis plus d'un an et pour lequel nous n'avons toujours pas tous les contours, nous n'avons pas encore le contenu. Donc, la version 10 n'est pas publiée et n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, on se base bien actuellement sur une version 9. Alors, une version 9, ça veut dire quand même que entre la première version qui a été publiée en 2020 et la dernière version publiée, qui est celle de 2024, en 4 ans, on a quand même déjà connu 9 versions de guide avec des évolutions plus ou moins mineures. Les dernières évolutions prenant en compte notamment les cas de sous-traitance et clarifiant également les attendus pour les formations RNCP. Toutes ces modifications ont entraîné des changements. Alors aussi bien pour les organismes de formation qui ont dû s'adapter
à toutes ces modifications, mais également pour nous, en tant qu'organisme certificateur, tous les ajustements de vérification d'exigence. Nous avons connu également un ajustement de la durée d'audit de surveillance pour les organismes qui sont nouvel entrants en audit initial. Donc, ce petit rappel qui est quand même assez conséquent parce qu'en quelques années, nous avons connu quand même beaucoup d'évolutions, que ça soit en termes de durée d'audit ou en termes de contenu du référentiel. C'est quelque chose qui est assez, on va dire classique sur, des référentiels qui se mettent en place, puisqu'il faut attendre des fois, au moins un cycle de certification pour pouvoir, réaliser toutes les adaptations nécessaires pour avoir après un guide, stable. Donc on tend, vers ces évolutions, même si on est, dans l'attente d'une nouvelle version 10 qui sera une version plus consolidée. Alors, qui est concerné, alors je vais vous mettre toutes les informations. Alors, qui est concerné par cette certification Calliope? À ce jour, 4 catégories, d'acteurs sont concernés par la certification Calliope et je rappelle uniquement dans le cadre où il y a un financement public ou mutualisé, qui est demandé. Les organismes de formation, qui représentent, on verra, une grande partie, des certifications Calliope, les structures proposant des bilans de compétences, toutes les structures aussi proposant des accompagnements, enfin de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, et les CFA. Ces 4 catégories sont couverts par Calliope. Aujourd'hui, on compte en octobre 2025 un peu plus de 138 000 NDA. Donc, je vous rappelle, le NDA, c'est le numéro de déclarant d'activité qui doit être détenu par toute personne ou organisme dispensant de la formation professionnelle. Ce nombre de NDA augmente, continue à augmenter tous les ans, de l'ordre de 5 à 10%, notamment puisque les sous-traitants demandent leur NDA et il y a une plus forte demande de référencement des personnes réalisant des prestations pour le développement des compétences. Donc ce nombre de NDA continue à augmenter. Ce qui va entraîner une proportion de certifiés qui est moins importante par rapport au début. Au début, on avait à peu près 45% des organismes qui avaient un NDA qui demandaient la certification Calliope. Aujourd'hui, cette proportion en octobre est à 32%. Alors 32%, pas parce que le nombre de certifiés a diminué, mais simplement parce que mécaniquement, le nombre de NDA a augmenté. Donc, on a à peu près 44 000 organismes qui sont certifiés à ce jour Calliope, donc sur une ou plusieurs catégories d'actions. Donc, les catégories d'actions sont organismes de formation, bilan de compétences VAE et CFA. Ces organismes, alors on a connu une petite fluctuation de ce nombre de certifiés, notamment parce que sur fin septembre, début octobre, c'est la période où certains organismes perdent leur numéro de déclarant d'activité parce que le bilan pédagogique et financier n'a pas été rempli ou alors qu'il a été déclaré à zéro. Alors, le bilan pédagogique et financier, je rappelle également que c'est une obligation légale pour tout organisme détenteur d'un numéro de déclarant d'activité, c'est la déclaration notamment des heures de formation faites, du chiffre d'affaires obtenu sur la formation professionnelle et puis le détail de ces formations qui ont pu être dispensées. Donc, les organismes qui oublient de réaliser leur bilan pédagogique et financier, c'est au plus tard au mois de mai, généralement de chaque année, avril-mai, perdent ce numéro de NDA. Alors, on ne perd pas son numéro de NDA du jour au lendemain, hein. Quand on oublie de remplir son bilan pédagogique et financier, on a entre 2 et 3 relances de la DRITS, qui est l'instance régionale qui vous donne ce numéro de déclarant d'activité. Donc, vous avez des relances, mais si ces relances ne sont pas honorées, les numéros de déclarant d'activité sont désactivés. Donc, dans les périodes de fin septembre, début octobre, en tant qu'organisme certificateur, nous rencontrons une période durant laquelle nous informons les organismes qu'ils n'ont pas honoré leur déclaration de bilan pédagogique et financier et qui doivent faire les démarches auprès de la DRITS pour réactiver ou redéposer leur demande de numéro de déclarant d'activité.
Donc ça, c'est l'écosystème dans lequel on se trouve et ActiveCert, donc en tant qu'organisme certificateur, aux côtés d'ICPF, puisque ActiveCert a été racheté par ICPF, qui est également un organisme certificateur Calliope. À nous deux, nous avons plus de 6500 certifiés, ce qui représente 15% du parc des certifiés. Donc, nous sommes le premier certificateur en termes de nombre d'organismes certifiés sur ce marché-là. Ce nombre témoigne de la confiance qui est accordée par tous nos certifiés et puis également de la stabilité de ce certificat. Dans un contexte actuel qui est quand même changeant, il est important pour nous, avec ICPF, de permettre aux clients d'avoir un certificat qui a de la valeur et aussi qui a une pérennité dans le temps, puisque c'est un engagement financier que vous prenez quand vous entrez dans une démarche de certification, un engagement financier, une démarche d'amélioration continue. Et tout ça, ça doit donner de la stabilité à votre structure et un engagement fort auprès de vos bénéficiaires. Donc, on parle de Calliope et puis de cet écosystème avec un nombre de déclarants d'activité qui continue à croître et une certification Calliope en nombre de certifiés qui est stable. Donc voilà, donc on est sur un marché qui se stabilise avec toujours un turnover de certifiés et c'est normal puisque ça suit la vie d'une entreprise. Donc il y a des créations et puis des fermetures aussi d'entreprises, mais un nombre de certifiés qui est globalement stable après ce premier cycle qui vient de se finir pour une grande partie d'entre vous. Alors, Calliope, un rappel aussi sur la répartition des catégories d'actions. Aujourd'hui, Calliope, c'est en nombre de certifiés, c'est 80% des certificats qui sont délivrés sur la catégorie actions de formation. On a une proportion qui est équivalente de 8% sur les bilans de compétences et les CFA et une proportion de 4% qui représente la certification sur la VAE. Donc, on se rend compte qu'une grande majorité, enfin les 3/4 de cette certification est portée par les organismes de formation. Et dans ces organismes de formation, une grande majorité sont également des petites structures. Donc, la certification Calliope est vraiment ouverte à tout type de structure, quelle que soit leur taille et quelles que soient leurs activités. Quand je vous fais état des chiffres, je ne fais pas état des organismes qui sont multicatégories. Donc là, les pourcentages sont bien sur chaque catégorie. Certains ne sont que bilan de compétences ou que CFA. Mais là, ça couvre chacune des catégories de façon différenciée. Alors, Calliope, au-delà de l'obligation de certification Calliope pour toucher les fonds publics, c'est aussi et avant tout un levier de structuration interne. L'objectif, ça va être de garantir la qualité des processus pédagogiques, puisque je vous rappelle qu'on ne certifie pas une formation ou une prestation en particulier, mais bien tout le processus d'information et d'accompagnement des bénéficiaires tout au long de son parcours. Donc, le premier point, c'est de garantir un processus de qualité et puis également de pouvoir valoriser la relation depuis la partie publique, quand on n'a pas encore contractualisé, jusqu'à tout le parcours de l'apprenant dans son parcours de formation ou d'accompagnement. Pour les financeurs, ça permet d'accéder aux financeurs, mais aussi de crédibiliser le fonctionnement de l'organisme et de le crédibiliser aussi vis-à-vis des bénéficiaires. Ces différents audits vont rythmer sur 3 ans la vie de l'organisme et ça permet de s'assurer que les exigences sont toujours bien atteintes, mais aussi de s'assurer qu'un plan d'amélioration continue est mis en place et va être suivi parce que les timings sont fixés. Alors, quand j'entends par timing, j'entends la réalisation des audits. La réalisation de l'audit initial qui est le lancement dans la démarche, mais également la réalisation de l'audit de surveillance, puis de l'audit de renouvellement. Donc, tout ça va timer cette démarche et va permettre
va permettre à l'organisme de se structurer et de maintenir et d'enrichir cette structure dans le temps. Alors et pour demain, puisque, on sait que la certification Qualiopi, permet d'accéder au financement public. Je pense que c'est pas du tout une découverte de se rendre compte que l'accès au financement public est de plus en plus difficile. Il y a effectivement un travail qui est initié, par, les différents ministères aussi pour réguler tous les accès aux différents financements. Donc pour l'organisme, conserver sa certification Qualiopi, ça va lui permettre, de travailler sur différents axes. Déjà, mieux, formaliser tous ces processus internes dans un objectif, de pérennité et puis de développement. Alors c'est aussi bien le développement en interne, des équipes, c'est-à-dire faire grossir son organisme, de formation ou de le structurer, par exemple quand on fait appel après à des sous-traitants. De fait, ça va permettre de clarifier le rôle et les responsabilités de chaque membre. Alors, clarifier le rôle et la responsabilité, c'est aussi le cas quand on est indépendant. Ça va être de timer dans le temps les différentes actions que je dois faire pour répondre aux exigences et puis pour finalement bien accueillir et bien accompagner son bénéficiaire. Et puis, ça va être d'améliorer dans le temps ses process, sa façon de travailler, toujours avec un objectif de continuer et de développer la satisfaction de ses apprenants. On sait que la pérennité d'un organisme et puis plus généralement de n'importe quelle structure, c'est de faire qu'elle dure dans le temps. Et pour qu'une structure dure dans le temps, il faut qu'elle s'enrichisse et il faut qu'elle capitalise sur ses apprenants et sur le retour de ses apprenants notamment. Alors, il y a la satisfaction des apprenants, mais il va y avoir bien évidemment la satisfaction des financeurs et également des entreprises qui vont acheter vos prestations. Donc, l'amélioration continue, ça permet de pérenniser sa structure dans le temps. Alors, le retour qu'on a pu avoir sur ces 5 premières années d'expérience, aussi de la part de nos auditeurs, c'est de se rendre compte que à chaque audit qui passe, l'organisme va monter en compétences et puis en maîtrise. Il va maîtriser de mieux en mieux toutes les étapes et toute la vie d'une prestation et puis toute la vie de l'apprenant dans un parcours. Donc, une maîtrise des organismes qui monte d'année en année. Il peut avoir une gestion documentaire qui devient lourde. Donc l'objectif, c'est vraiment pour l'organisme de trouver un juste milieu entre la nécessité de formaliser la démarche et puis la souplesse qu'elle doit conserver, quelle que soit sa taille, hein, la souplesse qu'elle doit conserver pour pouvoir être réactive, pouvoir s'adapter, puisque le terme d'adaptation fait vraiment partie du référentiel Qualiopi, tout en garantissant un niveau qui correspond très généralement quand même aux objectifs qui ont été promis à l'apprenant. Et puis, on va noter au travers de ces différents audits aussi que les organismes s'approprient de plus en plus ce référentiel et vont comprendre et professionnaliser leur jargon, professionnaliser le jargon de la formation. Il peut arriver qu'on ait des échanges avec des structures qui ne sont pas des structures à proprement parler en première intention des organismes de formation, mais qui, au travers de leurs activités, vont proposer de la formation à leurs clients et donc vont développer la branche formation dans leurs activités. Ces organismes, au début, on avait des échanges avec moi, je suis pas organisme de formation. Si, vous êtes organisme de formation, vous avez obtenu un NDA. Même si votre activité première, par exemple, c'est de vendre et de développer des logiciels, vous avez la branche formation. Si vos activités premières, c'est de faire de la fabrication, oui, vous avez aussi développé toute une branche formation, par exemple, utilisation d'équipements que vous allez proposer à vos clients. Donc, ça permet aussi d'utiliser et de faire monter en compétence tous les acteurs qui concourent au développement des compétences sur le jargon qui va être utilisé notamment sur la certification Qualiopi, mais plus globalement dans l'accompagnement des bénéficiaires sur tout ce parcours de développement des compétences. L'objectif de Qualiopi, je pense qu'aujourd'hui et pour demain, c'est de vraiment mettre en place cette culture qualité et cette culture qualité qui est durable et qui n'est plus uniquement faite pour bénéficier des fonds publics. C'est-à-dire que
cette certification, en première intention, c'était pour toucher les fonds publics. On se rend compte que certaines structures qui vont avoir besoin de formation ne demandent pas de fonds publics et pour autant, elles vont vous demander Calliope. Pour elles, ça va être important parce que Calliope égale culture qualité, égale gage de qualité. Et donc, Calliope, ça va devenir le référentiel qui certes sert à toucher les fonds publics, mais plus globalement, qui structure l'entreprise et qui l'engage durablement dans une démarche qualité et d'amélioration continue. Alors, Calliope demain. On a fait le premier cycle de certification. Les clients pardon, ont passé leur audit de renouvellement et maintenant on va arriver dans une phase de maturité. Donc Calliope va devenir plus mature et va rentrer dans une phase où nous allons pouvoir capitaliser sur toute l'expérience que nous avons déjà pu acquérir sur les premières années. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Il y aura 3 axes majeurs sur lesquels il faut s'attendre sur cette certification Calliope, sur le référentiel. Ça va être une harmonisation. Euh, les exigences vont être clarifiées et continuent à être clarifiées à chaque version du guide pour prendre en compte notamment toutes les situations de base qui n'avaient pas été envisagées. On voit qu'il y a également des textes qui sont publiés, comme les textes qui ont été publiés cet été par le ministère du Travail, qui vont continuer à clarifier l'accès et l'utilisation notamment de toutes les certifications qu'on va appeler certifications RS et RNCP. Donc, c'est toutes les formations certifiantes qu'on va retrouver sur le CPF. Donc, ce travail va continuer à exister sur les prochaines années et sur les prochaines versions du guide de lecture. On voit aussi qu'il y a l'utilisation de la digitalisation. Il va avoir l'utilisation des nouveaux des logiciels, de l'utilisation de l'IA qui va venir enrichir Calliope et puis l'accompagnement aussi des bénéficiaires dans tout leur parcours. Petit rappel, la certification Calliope, à travers son référentiel, n'exige pas d'outils particuliers. On a des attentes sur l'attente sur la finalité, mais on n'a pas de moyens qui sont exigés dans Calliope. Donc, vous aurez toujours la latitude d'utiliser ou non des logiciels, d'utiliser ou non l'IA. Pourquoi on l'a mis comme un axe majeur? Puisque tout ce travail qui est demandé dans Calliope aussi, et qui peut être aussi un travail administratif, mais tout ce travail d'accompagnement du bénéficiaire peut être aidé et soutenu par l'utilisation de logiciels et aujourd'hui par l'utilisation de l'IA. Un troisième axe sur lequel il faut s'attendre dans cette phase de maturité, c'est bien évidemment toute l'approche d'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est prendre en compte toutes les situations qu'on peut rencontrer à chaque intervention pour pouvoir capitaliser dessus et permettre à la structure de s'améliorer dans le temps. L'objectif est de rendre robustes les structures face aux aléas, face aux différents changements, aux différentes nouvelles modalités qu'on va rencontrer. On a vu avec avec le Covid, on a vu l'arrivée et l'essor des formations en distanciel. Aujourd'hui, on voit l'arrivée de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif, c'est aussi de soutenir les organismes dans toutes les évolutions à venir des nouveaux outils. Alors, c'est ce qu'on va voir notamment à travers la veille. Alors, la veille légale et réglementaire, je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, mais aussi toute la veille pédagogique, toutes les évolutions pédagogiques qu'il va y avoir dans ces prochaines années, et puis toutes les évolutions aussi technologiques qui vont permettre de soutenir toute cette activité au travers et dans l'objectif du développement des compétences des professionnels. Excusez-moi. Et puis demain, qu'est-ce qui va aussi continuer à soutenir ces évolutions? Ça va être la possibilité de passer à d'autres référentiels, c'est-à-dire que Calliope, c'est un référentiel qui sera indispensable, notamment pour les fonds mutualisés, les fonds publics et les fonds mutualisés, et puis la norme
en termes de qualité, il y a d'autres démarches qui vont permettre et qui existent déjà aujourd'hui aux organismes de continuer leur développement. Alors, on va parler de 2 normes notamment, qui est la norme ISO 9001, qui est la norme de management de la qualité, et la norme ISO 21001, qui est aussi une norme de management de la qualité et qui est plus tournée sur la partie éducation. Ces 2 normes sont accessibles aujourd'hui pour les organismes concourant au développement des compétences qui souhaitent ajouter des briques à leur construction, notamment en termes d'organisation et de management. La norme ISO 9001, elle est certifiable. Donc, on peut avoir une certification sous accréditation COFRAC. Donc, c'est une reconnaissance des pairs et également des autres structures qui se retrouvent, puisque la 9001 peut être utilisée par des organismes de formation, mais pas uniquement. Elle peut être utilisée par toute industrie qui souhaiterait faire reconnaître son organisation. Donc, cette norme ISO 9001, elle est accessible vraiment à tous. Il n'y a pas de limitation, enfin, il n'y a pas de minimum, que ça soit en taille ou en chiffre d'affaires pour pouvoir être certifié ISO 9001. Je peux vous donner un exemple récent d'un organisme de certification Calliope qui a décidé de passer l'ISO 9001, notamment pour pouvoir accéder à des appels d'offres. Cet organisme est composé de 2 personnes qui a souhaité donc faire reconnaître son organisme en certification ISO 9001. Donc, ce n'est pas une grosse structure, c'est un bilan pédagogique et financier inférieur à 150 000 euros, donc pas encore de gros budget non plus aujourd'hui développé sur la formation, mais par contre, c'était un axe de travail et de reconnaissance qui lui était essentiel dans le cadre du développement de ses activités. Donc, il y a l'ISO 9001, mais il y a aussi l'ISO 21001, qui est aussi une norme de management, qui est du coup plus spécialisée sur les apprenants et sur les valeurs éducatives. La seule différence, enfin la différence principale, c'est que l'ISO 21001, elle n'est pas sous accréditation COFRAC. Donc nous pouvons délivrer un certificat euh, tout à fait valable sur l'ISO 21001, mais nous ne pouvons pas faire une reconnaissance internationale. C'est-à-dire que sur l'ISO 9001, vous serez déclaré au même titre que Calliope sur le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, pardon. L'ISO 9001, vous avez une base internationale qui permet de faire référencer la structure et sa certification avec une visibilité du coup internationale. Mais même pour des activités sur la France, vous pourrez être identifié facilement par d'autres structures en tant qu'organisme certifié. Donc, il faut comprendre que la certification Calliope, elle est en phase de maturation, de maturation, mais aussi du coup de maturité, qui va permettre voilà, de stabiliser cette certification Calliope, toujours essentielle aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour accéder au financement, et que ça va devenir vraiment un outil de structuration et d'amélioration continue. Et la certification, et demain, c'est de pouvoir, si vous le souhaitez, vous engager aussi dans une démarche complémentaire qui est du coup plus globale de certification et de fonctionnement du management de votre entreprise. Il faut savoir, comme Calliope, l'ISO 9001 et l'ISO 21001 sont aussi des éléments qui concourent au patrimoine de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que ce sont des actifs, si on parle de cette façon-là, ce sont des actifs qui donnent de la valeur aussi à votre structure. Donc, quand la structure, si vous souhaitez développer votre structure ou même un jour la vendre, elle aura une valeur supplémentaire si elle est certifiée, puisque ça démontre que vous avez pris le temps de la structurer, de définir un fonctionnement, que ce fonctionnement-là est sûr, robuste et répétable. Donc, cette certification Calliope, elle va continuer à s'enrichir sur les prochaines années. Je vais ouvrir ce temps de questions-réponses et je vous invite aussi à travers les commentaires à noter, si vous le souhaitez, dans quel niveau de démarche vous êtes, si vous êtes actuellement ou pas certifié Calliope, et si vous avez des projets aussi de certification complémentaire, afin que je puisse prendre les questions-réponses et y répondre. Donc, j'arrête juste le partage et je vais regarder les réponses que vous allez me poser dans le chat. Donc, je vois un commentaire de Sophie
qui dit que son organisme est certifié et bientôt en audit de surveillance. Donc, vous êtes en plein milieu du cycle vous êtes en plein milieu du cycle de certification. Donc, peut-être sur votre premier cycle de certification. Donc, je vous invite, voilà, on a une demi-heure si vous le souhaitez pour échanger, pour répondre. Alors, je vous rappelle que en tant qu'organisme certificateur, je n'ai pas le droit de vous faire du conseil. Par contre, je peux vous répondre sur le cycle de certification et puis sur l'état du marché de Calliope, sur l'état de la certification Calliope. Je vois que Marie-Hélène va aborder son audit de renouvellement, donc un nouveau cycle de certification, donc un besoin de continuer cette démarche de structuration. Donc sur cette phase, en attendant voilà, que vous me posiez la question, alors quel sujet pour l'IA et Calliope? Alors pourquoi j'ai abordé l'IA? Calliope, le référentiel national Calliope ne parle pas du tout d'intelligence artificielle. Pourquoi j'ai abordé ce sujet-là? Parce qu'au travers des audits, et notamment des retours qu'on a des auditeurs, on se rend compte que on va avoir des organismes qui avancent plus ou moins vite dans le développement de leurs activités, notamment grâce à l'utilisation de l'outil IA. Ce n'est pas une obligation en Calliope, puisque, comme je vous le disais, les moyens sont libres. Par contre, on voit des organismes qui avancent beaucoup plus vite grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout faire au travers de l'intelligence artificielle, puisqu'il faut garder de l'intelligence naturelle. Mais, par exemple, pour automatiser certaines tâches, puisque des fois, c'est ce qu'on peut un peu reprocher aussi à Calliope, c'est de rendre la démarche lourde. L'utilisation de l'IA permet de rendre certaines tâches un peu plus automatiques ou de façon un peu plus répétable, ce qui permet d'alléger aussi la charge dans la charge administrative, notamment quand on est indépendant. Alors, Isabelle, je vois la question, est-ce qu'il est judicieux d'entamer une démarche ISO? La démarche ISO est une démarche complémentaire et qui apporte, en fait, je vois vraiment ça comme une construction. C'est-à-dire que pour moi, avec Calliope, les organismes construisent le plancher, construisent la base et sécurisent, et c'est ce qui leur permet aussi d'accéder au financement. Et en fait, les démarches ISO, que ce soit l'ISO 9001 ou l'ISO 21001, en fait, c'est pour moi la construction de briques complémentaires qui vont permettre d'asseoir plus durablement l'activité d'un organisme dans sa structuration pérenne. Alors, les démarches ISO 9001 et 21001, ce sont des référentiels qui sont accessibles, que vous pouvez. Alors, ils sont à acheter. C'est pas nous qui les vendons, c'est l'ISO, c'est l'International Standard of Organization. C'est une organisation internationale qui regroupe pas moins de 90 pays et qui vont publier des normes au niveau international. Donc, vous pouvez vous procurer, c'est aux alentours de 100 à 150 euros, le référentiel, et vous pouvez très bien décider de commencer par mettre en place en interne les bonnes pratiques, parce que ce sont des bonnes pratiques d'ISO, des bonnes pratiques de structuration et de management dans votre organisation. Et dans un deuxième temps, faire votre certification parce que vous souhaitez accéder à des marchés publics, vous souhaitez une reconnaissance complémentaire et supplémentaire par rapport à vos concurrents, par exemple, ça peut être mis dans un deuxième temps. Dans le cadre de nos activités, nous pouvons également réaliser des pré-audits, des audits à blanc, ISO 9001, pour identifier de votre côté votre état de maturité par rapport à cette démarche. Alors, sur les sujets de l'audit de surveillance, alors, je vais répondre à cette question-là. Par contre, je vous inviterai, on a fait des webinaires express sur l'audit de surveillance et il y a des supports qui sont accessibles sur notre site internet. Alors, vous avez le replay sur notre chaîne YouTube et le support sur notre site internet. Dans le cadre de la démarche, en audit de surveillance, l'objectif, et en audit de renouvellement, c'est de voir que les process sont toujours appliqués. Donc, on va continuer à voir vos process, voir s'ils ont toujours été bien respectés. Et en fonction de votre audit précédent, on va échantillonner d'autres prestations pour voir que c'est toujours bien appliqué. Et en audit de surveillance, vu que la durée est plus courte, si vous n'êtes pas nouvel entrant, on va sélectionner notamment des indicateurs
obligatoires, à des indicateurs sur lesquels vous avez peut-être eu des non-conformités, et puis des indicateurs qui doivent être obligatoirement audités à chaque audit. Donc, vous pourrez retrouver des éléments, notamment dans votre préambule. Quand vous arrivez en audit de surveillance, dans tous les cas, l'auditeur vous contacte avant votre audit de surveillance pour sélectionner les indicateurs qui sont bien applicables en fonction de vos situations. Pour l'audit de surveillance, je vous invite plutôt à aller voir le webinaire sur l'audit de surveillance parce que là, vous aurez 1 heure de présentation rien que sur ce sujet. Marie-Hélène, je pense que la question reboucle avec votre question d'avance sur l'IA. Des exemples d'applications, oui, on en a vu. Ces exemples d'applications sur l'utilisation de l'IA, on a vu l'utilisation, par exemple, la préparation de contenu de formation en injectant des sujets dans l'IA et ça permet d'actualiser les supports de formation. Sur l'utilisation de l'IA, par exemple, pour de la recherche de cas concrets, de situations s'étant présentées. Alors, par exemple, une formation hygiène dans l'industrie agroalimentaire, l'IA permet de compiler facilement tous les cas de manquement d'hygiène en usine qui ont été déclarés sur l'année 2025. Et après, on a vu d'autres montages en utilisant des logiciels qui sont en source libre, qui vont permettre à l'organisme de préparer des rappels automatiques pour contacter les clients, des rappels automatiques pour l'envoi de convocation. Donc, il y a vraiment de beaux outils qui sont à disposition. Malheureusement, je ne peux pas vous en conseiller certains puisque je n'ai pas le droit de vous faire de conseils, mais je vous dis que l'IA peut être utilisée pour simplifier les démarches. Est-ce que les problèmes actuels de budget d'État ne risquent pas de mettre à mal et de déconstruire plus globalement la certification Qualiopi? Est-ce que ça peut remettre en cause la certification Qualiopi? Alors, je vous dirais non. Tout simplement parce que la certification Qualiopi a été mise en place à la suite de la démarche à l'époque de Datadoc, qui permettait aux organismes de toucher les fonds publics. C'était le premier step qui a eu lieu avant Qualiopi. Vous savez qu'il y a d'autres contrôles que Qualiopi qui sont réalisés par les financeurs. La formation professionnelle dans sa globalité a besoin de régulation. Et l'État n'a pas le temps de faire des contrôles sur tous les organismes. Donc, l'accès aux fonds publics sera plus compliqué. Et en tout cas, c'est pas qu'elle sera plus compliquée, c'est qu'elle sera plus régulée. Aujourd'hui, en tant qu'organisme de certification, nous arrivons à avoir des organismes qui utilisent, notamment sur le CPF, des codes à tort, parce que les règles ne sont pas respectées ou ne sont même pas lues, en fait. C'est des fois même pas forcément de la volonté de fraude, c'est simplement que les règles d'utilisation, des fois des formations, n'est pas respectée, parce qu'elle n'est pas étudiée avant que l'organisme utilise les codes. Donc, en fait, c'est pas que ça sera plus dur, c'est qu'on va réguler le marché. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire n'importe quoi avec les codes pour accéder au financement. Donc, Qualiopi n'est pas remise en cause par toutes les questions de budget. Par contre, il est vrai qu'il est essentiel maintenant pour les entreprises de se constituer un budget de formation qui sera qui sera passé ou non grâce aux cotisations qui auront pu être versées et à travers les OPCO. Notamment pour les entreprises, mais la nécessité de la formation sera toujours essentielle puisque ça reste toujours un axe gouvernemental, puisque le développement des compétences, qu'on soit en entreprise ou demandeur d'emploi, est toujours un axe majeur de travail de la part des différents gouvernements. Donc ça ne va pas changer. Concernant la version 10, j'aimerais bien pouvoir vous en parler, mais nous n'avons pas tous les contours de la version 10, donc il ne serait pas du tout opportun de vous présenter quoi que ce soit parce que je vois régulièrement passer des publications sur les réseaux sociaux en disant préparez-vous à la version 10, ça peut faire une vague, un tsunami. En fait, nous n'avons rien de défini sur la version 10. Donc, je ne peux pas vous présenter. Par contre, bien évidemment, quand il y a une nouvelle version qui est présentée, il y a une période de transition. Donc, vous ne serez jamais confronté du jour au lendemain à cette nouvelle version sans phase de transition. Donc, pendant toute cette phase de transition, dès que nous serons sûrs du contenu de cette nouvelle version, nous ferons des présentations et des webinaires thématiques à ce sujet afin d'informer
les organismes des modifications qui seront publiées. Donc, au lieu de vous dire des bêtises, je préfère attendre d'être sûre d'avoir une version consolidée. Nous avons encore un peu de temps pour les questions-réponses. Je ne sais pas s'il vous en reste. Est-ce que nous avons le droit de citer des solutions d'automatisation dans Sophie? Bah, le chat vous est librement ouvert. Moi, je ne ferai pas de commentaires sur ces propositions, donc je ne pourrais pas dire si c'est bien ou pas bien, et je ne pourrais pas voilà, vous inciter ou pas à utiliser. Si vous souhaitez partager des choses entre vous, bah, vous pouvez le faire à travers ce fil. Après, voilà, effectivement, il existe aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Facebook, des posts qui vous permettent aussi de partager des outils. Donc voilà, vous pouvez le faire. Moi, je les commenterai pas. Donc c'est à votre libre appréciation. Concernant cette présentation, elle sera mise en ligne d'ici quelques jours via le replay. Et puis, le support sera également mis à disposition sur notre site internet. Donc, je vous rappelle que vous pouvez accéder au replay précédent sur notre chaîne YouTube de façon libre et puis également aux différents supports qui ont été mis. Alors, il y en a pas, il y en a une dizaine de supports qui sont en accès libre. On les supprime aussi au fur et à mesure. Alors, pas parce qu'on ne veut plus que vous ayez accès, tout simplement parce que certains deviennent obsolètes avec l'évolution de la réglementation et puis l'évolution des pratiques. Donc voilà, on vous laisse les derniers sujets qui sont à jour. Euh, alors, je vois la question d'Amida sur les différents contrôles qui existent. Alors, il existe effectivement des contrôles qui sont réalisés par les OPCO. Alors, les échanges qu'on a avec les OPCO et on a tenu un séminaire avec eux il y a quelques temps, enfin au mois de septembre, au travers du networking qui avait été mis en place par ICPF. Et ces référentiels sont en grande partie quand même communes avec le référentiel Calliope, mais vont plus loin. Ils vont plus loin parce que en fait, les OPCO ont des prérogatives que nous n'avons pas, hein. Nous ne sommes pas là pour notre part pour faire des contrôles réglementaires. Donc, par exemple, nous ne vérifions pas le nombre de marches pour accéder à votre local. Ça ne fait pas partie de l'audit Calliope puisque nous sommes bien sur un audit de processus. Les OPCO vont plus loin et eux, ils sont habilités aussi notamment à vérifier la présence effective des personnes, les changements de nom, par exemple, entre les inscriptions et les personnes ayant réalisé les prestations. Donc, les OPCO, eux, vont se focaliser plus précisément sur les prestations et souvent sur des prestations bien particulières, soit parce qu'il y a du financement CPF derrière, soit parce qu'il y a des codes d'activité qui sont dans les plans de contrôle de l'année. Mais vous pourrez retrouver sur Internet des états de comparaison entre Calliope et le référentiel qui est utilisé par les OPCO. Pour la loi de finances, alors, sur quel point vous parlez alors, nous ne pouvons pas faire de pétition. Si les organismes souhaitent se regrouper pour faire entendre leur voix, bien évidemment, vous en avez la possibilité. Ah, avec le lien avec le financement des BC pour les bilans de compétences, où il est question peut-être de déréférencer le bilan de compétences. Alors, euh, je sais qu'il y a des regroupements, hein, d'organismes qui se font pour justement parler de ça. Il y a le MEDEF aussi qui fait remonter les informations. Il est effectivement question que le bilan de compétences ne soit plus finançable. Alors, au travers du CPF, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera plus finançable tout court, mais au travers du CPF. Et effectivement, ça peut être inquiétant puisque le bilan de compétences permet aussi aux personnes après d'être orientées vers de la formation ou vers des bilans, enfin, de la VAE. Donc, ça fait partie du parcours. Aujourd'hui, on n'a pas d'information officielle du déréférencement. C'est un sujet qui est à l'étude. Ça ne veut pas dire qu'il sera acté. Donc, nous n'avons pas nous ne pouvons pas faire de retour sur le référencement ou non du bilan de compétences.
Ça ne fait pas partie de notre prérogative. Donc on vous invite plutôt à vous regrouper, avec les représentants d'entreprise, ou avec le MEDEF pour faire remonter ces informations qui sont par ailleurs, bien soutenues, hein, et ça fait déjà plusieurs mois, que ce sujet est évoqué et débattu. Donc à ce jour, nous n'avons pas d'informations officielles, qui iraient, pour un déréférencement du bilan de compétences. Alors concernant, le rapprochement avec ICPF, aujourd'hui, ActiveCert et ICPF sont 2 entités, juridiques et séparées. Nous avons des accréditations séparées et par ailleurs, nous avons passé, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière ou il y a 15 jours, notre évaluation COFRAC, qui a été concluante et qui permet de dire, voilà, que notre accréditation est toujours valide et toujours, soutenue, et je pense que ça, c'est important, de nos jours. Les contrats d'ActiveCert pour les clients sont toujours, des contrats, qui sont sur ActiveCert. C'est une entité juridique séparée. Donc, à ce jour, il n'y a pas de changement de fonctionnement. Pour, les clients, vous avez toujours, les mêmes interlocutrices, je pense au service administratif, notamment avec, Guylaine, et Magali. Vous avez toujours les mêmes interfaces avec, vos auditeurs et vos services administratifs. S'il y avait des évolutions, bien évidemment, vous seriez avertis et vous auriez la possibilité, de faire une transition ou non, puisque nous sommes sur des contrats, qui nous engagent, avec vous les clients. Puis, merci beaucoup pour les félicitations parce qu'effectivement, les enjeux, COFRAC sont toujours des enjeux importants et on sait, voilà, que c'est aussi un gage pour vous, de pérennité de vos certifications. Ah voilà, bon, qui nous remercie. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette séance. Dans tous les cas, au niveau du service client, nous restons, à votre disposition, pour répondre à vos questions. Je vous remets, la petite page, ici de contact. Donc on est, toujours disponible bien évidemment par téléphone et puis, sur notre email, client, pendant les heures d'ouverture, voilà, on répondra avec grand plaisir à vos questions sur la certification. Si vous avez des besoins en certification complémentaire ISO 9001 et ISO 21001, n'hésitez pas à nous en faire part également, ce qui nous permettra, de répondre, à vos démarches, même si vous êtes, simplement dans une démarche pour l'instant de réflexion et de compréhension, de ces 2 référentiels pour votre, organisation. Mais je vous souhaite à tous, une bonne après-midi et puis, je vous donne rendez-vous, pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, c'est tout en haut de notre site internet pour recevoir, les prochains, rendez-vous et les prochaines publications. Merci beaucoup, au revoir.